On va finir en beauté, on va finir en fanfare en tous les cas. Heure. Pour une matinale, je vous avouerai quand même, est-ce que c'est une heure encore où on est censé faire une matinale? Ça y est, normalement, l'après-midi s'ouvre à nous. Je suis heureux d'avoir Pierre Jovanovic parmi nous qui s'est rendu disponible pour commenter pendant une trentaine de minutes cette élection historique qui débouche déjà, c'est pratiquement officiel, par l'élection de Donald Trump, sa réélection, mais il y a eu 4 ans de décalage entre sa première victoire et la seconde. Pierre Jovanovic, vous connaissez bien les États-Unis, ça vous a même partie inspiré suite à un événement singulier. Votre maître ouvrage sur l'enquête sur les anges gardiens. Vous connaissez donc bien l'Amérique, Pierre Jovanovic. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat avec cette marge de victoire importante, très importante même, semble-t-il, pour Donald Trump par rapport à Kamala Harris? Écoutez, c'était pas évident. Tous les sondages, mais les sondages sont toujours pipés, nous donnaient à 50-50. Et on a vu dès les premiers résultats, notamment sur le vote des gouverneurs, que c'était un véritable raz-de-marée, puisque les républicains obtenaient entre 60, voire parfois 70% des voix. Donc, les démocrates ont beau essayer de tricher, ils ont même fait intervenir des pirates soi-disant russes qui ont essayé ont fait des alertes à la bombe pour empêcher les gens de voter. Enfin bon, Oui. mais à un moment donné, le raz-de-marée est tel que, je veux dire, ils peuvent essayer de tricher, ça ne passe plus. Donc là, effectivement, Trump a gagné. Mais Nicolas, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Vous savez, Yuval Harari, qui est la tête pensante, qui était la tête pensante de Klaus Schwab Oui. à Davos. Voilà. L'homme le plus intelligent du monde, paraît-il. Exactement, voilà. Il avait déclaré, si Trump devient président à nouveau, ça sera la fin du nouvel ordre mondial. Voilà. Et alors donc, là, c'est clairement la fin de leur nouvel ordre mondial, c'est la fin de Davos. Donald Trump va régler un certain nombre de comptes et ça va être radical. Ça pourrait même être violent. Et je pense que cette victoire de Donald Trump, en fait, nous donne à l'avance peut-être la victoire de Marine Le Pen aux prochaines élections présidentielles. Voilà, parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est lorsque... Qu'est-ce qui va changer entre 2016, Pierre Jovanovic, et 2024, alors qu'en 2016, c'était Trump et en 2017, c'était Macron? Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci pour qu'il y ait éventuellement Marine Le Pen au pouvoir? Parce que ce serait éventuellement un raz-de-marée exactement comme pour Trump. C'est-à-dire qu'ils pourront essayer de tricher comme ils l'ont fait d'ailleurs pour Macron, je vous signale. Le Dominion, la société qui s'occupe des votes électroniques, appartient intégralement aux démocrates et même à des anciens de la CIA. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas vous opposer à un raz-de-marée. C'est strictement impossible. C'est comme une vague de 10 mètres de haut qui vous arrive dessus. C'est pas la peine. Elle vous emporte. Et c'est ce qui vient de se passer. Et je tiens à revenir sur quelque chose parce que, vous savez, l'élection de Trump a été volée déjà il y a 4 ans grâce au Covid. N'oubliez pas, on avait expliqué aux Américains qu'il fallait impérativement qu'ils votent par correspondance. Parce qu'ils risquaient d'attraper le Covid dans les lieux de vote. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils lui ont volé véritablement, mais là, ils ont pas pu. Ils ont essayé de lancer des microbes genre Covid à plusieurs reprises, mais ça n'a pas pris. Plus personne ne veut se vacciner. Les effets secondaires sont tellement publics maintenant. En plus, il y a tellement de scandales avec Pfizer, Moderna, etc. Donc les gens ont refusé. Et donc vous avez effectivement cet événement. Et pour Trump, ça va être vraiment très très dur, parce que les oppositions vont être fortes, bien entendu, mais ça préfigure effectivement l'arrivée de Marine Le Pen dans 2 ans. Voilà, c'est mon sentiment. Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive grosso modo 5 ans après. Avant, c'était 10 ans, maintenant, c'est même 4 ou 5 ans.
Bon, la question qui me brûle les lèvres de vous poser, Pierre Jovanovic, c'est à mon avis le cœur de nos échanges. Vous êtes l'auteur de votre dernier livre 888, mais vous avez fait déjà 666, 777, et de ce triptyque, il est ressorti la fin prochaine du système financier international. Est-ce que vous pensez, un peu une question taquine, que l'élection de Trump va sauver l'Amérique et l'Occident de cet effondrement annoncé sur le plan financier? On apprend depuis ce matin que la bourse de New York est partie à la hausse, que le Bitcoin ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, vous avez deux choses. La première, c'est les 36 trilliards de dettes des États-Unis. Et c'est pas une mince affaire. Ça, il faut quand même il faut quand même le préciser. Deuxième point, Donald Trump a annoncé, votre question est extrêmement pertinente parce que Donald Trump a déclaré il y a à peu près une semaine, lors de la réunion des BRICS avec Poutine en Asie, il a dit que tous ceux qui s'opposeront à la fin du dollar seront punis. C'était la déclaration de Trump. Donc attention, là, il a donné le programme. Hein. Il est vital pour eux de sauver le dollar qui est en train de perdre totalement de sa valeur et surtout que tous les autres pays du BRICS sont passés à autre chose. Hein. Ils sont passés à leur monnaie locale et surtout à un échange final en or. Alors, troisième chose, pardon, c'est que lorsque Trump était au pouvoir, jamais l'économie américaine ne s'est aussi bien portée. Je rappelle que le chômage était grosso modo à 2,2 ou 2,5% et que cela n'a jamais été vu depuis 1900, grosso modo 1950 ou 1955. Bref, les années 60, ce que nous, on pourrait appeler les 30 glorieuses avec un chômage quasiment à zéro. Donc Trump, effectivement, c'est un businessman et il est contre les guerres. Donc là, on va, comment dire, toutes les entreprises américaines, on va dire, ont le moral au beau fixe. Mais ça n'efface pas les 36 trilliards de dettes. Je précise bien. Et surtout, attention, vous avez quand même une centaine de banques régionales américaines qui sont en ce moment en faillite virtuelle. C'est pas moi qui le dis, c'est la FDIC, l'organisme de contrôle de toutes les banques. Donc, à un moment donné, tout ça va finir par se fusionner et vous allez vous retrouver uniquement avec 5 ou 6 banques, je résume ça vraiment aux États-Unis. Voilà. Mais les pertes des banques américaines sont absolument colossales et le fait du télétravail, je le rappelle, cela a donné des milliards et des milliards de mètres carrés vides dans les bureaux et les centres commerciaux aux États-Unis, même en France. Regardez la Défense. La Défense aujourd'hui est une catastrophe. Donc Trump, effectivement, c'est un vent de fraîcheur, c'est un vent d'optimisme, mais ça n'efface pas les 36 trilliards de dettes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Comment j'ai posé la question à plusieurs de nos intervenants, dont Xavier Moreau, dont Philippe Erlin, et je leur disais quelle est la solution. Xavier Moreau, lui, a été assez radical. Il dira la solution pour les Américains à la dette, c'est le défaut de paiement, c'est que ça finira par arriver, au moins partiel. Écoutez, si Donald Trump accepte de faire un défaut de paiement, c'est la fin du dollar. Donc, je ne pense pas qu'ils le feront véritablement. Sinon, c'est ce que dit Erlin. Exactement. D'ailleurs, ça justifie la phrase de Donald Trump d'il y a une semaine. Tous ceux qui voudront se débarrasser du dollar seront nos ennemis. Hein, c'est quand même, c'était la phrase comment dire, de cette campagne. Je pense dans le secteur économique et bancaire, hein, j'entends. Il a prévu une hausse, je crois, des droits de douane en tous les cas déjà. Dans ce cas-là. Écoutez, moi j'ai suivi la campagne de Trump. J'ai écouté comment dire, dans ses interventions un peu partout sur le territoire américain. Et l'exemple qu'il donnait le plus souvent, c'était Macron. C'est-à-dire que lorsque Macron voulait taxer les grosses entreprises américaines comme Google, comme Facebook, etc., à coups de milliards de dollars parce qu'ils ont truandé sur les impôts, comme vous le savez, Trump lui a dit « Emmanuel, si tu fais ça, je vais taxer tes bouteilles de vin et tes bouteilles de champagne, je vais les mettre à 100%. » Voilà. Et Trump raconte... il a raconté à plusieurs reprises que Emmanuel Macron a immédiatement fait marche arrière.
Voilà, ce qui explique que toutes les grandes amendes infligées par l'Union européenne, en fait, sont passées à l'as. Donc, vous voyez que c'est des menaces extrêmement sérieuses. Donald Trump protège les Américains, il protège son pays, contrairement à Emmanuel Macron, qui vend son pays. Emmanuel Macron est un traître, à mon sens, mais bon, ça, vous le savez. Et tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ceux qui protègent leur pays, leurs citoyens, je pense notamment à Erdogan, je pense notamment à la Hongrie, et surtout Trump, tous ces gens Le Point, le magazine Le Point, qui dépend entièrement de la CIA et des néocons américains, avait titré à la une Poutine le terroriste, Erdogan le terroriste, Orban le terroriste, enfin, etc. Tous les ennemis des États-Unis, vous regardez la une du Point et vous savez exactement où se situent les ennemis et les amis. Hein, voilà. Et je rappelle que Bernard-Henri Lévy est le grand éditorialiste du journal Le Point. Voilà. Il va y avoir des explications de texte avec l'Arabie Saoudite, là. Écoutez, l'Arabie Saoudite a pris fait et cause pour Israël. Donc, je vous rappelle que tous ceux qui ont manifesté pour le soutien en Palestine à Riyad ont été jetés en prison. Donc ça, c'est quand même extrêmement révélateur. En revanche, Donald Trump, lorsque Netanyahou s'est rendu à Mar-a-Lago aussi, un mois ou deux, Trump lui a dit, d'après son entourage, que s'il est élu, c'est immédiatement la fin de la guerre en Palestine. Voilà. Donc là, Netanyahou est pris entre deux étaux. Il est d'une part, sa population a fait des manifestations massives hier soir, puisque il en a profité. Il a profité des élections pour démissionner son ministre de la Défense, voilà. Et maintenant, il est coincé par Trump, qui ne va pas le laisser faire, d'ailleurs, qui ne peut pas le piffrer. Hein, vous remarquerez que tous les grands chefs d'État n'ont jamais pu piffrer Netanyahou, qui Chirac disait tout ce qui sort de sa bouche est un mensonge. Voilà. Donc ça résume bien Israël d'ailleurs. Enfin, je parle du gouvernement. On peut penser qu'il a piégé Macron à l'ONU, qui a dû faire passer un certain nombre de messages à ce moment-là, et ça lui a permis d'éliminer par une frappe décapitante toute la tête du Hezbollah. Je pense que, et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Macron lui en veut énormément. Écoutez, je ne sais pas si Macron lui en veut énormément. En tout cas, vous avez à nouveau cette phrase lors de la conférence avant-hier de Donald Trump. Il a dit « Je ne veux pas de guerre avec l'Iran ». Voilà. Donc les choses sont claires. Soit Israël, soit Netanyahou décide de bombarder l'Iran, au cas où l'Iran répond à la précédente agression. En tout cas, tout peut se passer parce que effectivement, Netanyahou est une tête brûlée, hein, vous le savez bien. Il est fou, hein, il est complètement fou parce que il est dans ce. On en a parlé ensemble, je crois. Plaquement, on a parlé tout à l'heure également. Israël est dans Netanyahou et son équipe, ils sont dans ce processus messianique, c'est-à-dire qu'ils attendent le retour du Messie, et c'est pour ça qu'il faut raser Gaza. Hein, voilà. Et Plaquevent parlait tout à l'heure des messianiques américains. Les messianiques américains, je le répéterai jamais assez, eux, ils attendent le retour de Jésus, et Jésus doit revenir à Jérusalem. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que les Américains soutiennent Israël. C'est pour le retour du Christ. Hein, c'est intéressant. Et les deux sont totalement contradictoires, parce que ils attendent le retour du Christ, et l'autre, je ne veux pas dire que c'est l'antéchrist, hein, mais on n'est pas loin, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'un pense que l'autre est l'antéchrist. C'est ça. C'est l'antéchrist de l'autre. On est tous l'antéchrist de quelqu'un. Hein. Exactement. Par rapport aux BRICS, il va pas demander son adhésion aux BRICS comme Macron, Trump. Il n'y a aucune chance. Il y a aucune chance. Quelle va être sa stratégie, que ce soit vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Sud global
Le Vous savez, diviser? Trump, vous savez, moi, j'étais en poste aux États-Unis, et c'était à l'époque, il avait publié un livre, L'art de la négociation. Et en fait, Trump, c'est son truc, c'est la négociation. Rappelez-vous, il est allé voir comment dire, le symbole de tous les coiffeurs, hein, c'est-à-dire comme le dictateur nord-coréen, et puis il a aplani les choses. Il a aplani les choses avec les Saoudiens, il a aplani les choses avec beaucoup de gens. Donc lui, il est dans l'art de la négociation et pour avoir la paix. D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre tant que Trump était là. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour la politique internationale. Et rappelez-vous, Poutine et Trump s'entendent vraiment très bien. Je vous donne un exemple à quel point la journaliste de CBS a donné une interview. Elle a démissionné de CBS parce qu'elle était en poste. C'est elle qui avait apporté elle a voulu traiter l'ordinateur de Hunter Biden, et en fait, la rédaction en chef avait écrasé le sujet. Il ne fallait pas en parler pour que Biden puisse être élu. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que vous avez eu 6 cadres, ou 8, je ne sais plus, de la CIA, qui sont montés au créneau, qui ont donné des interviews et qui ont signé des articles en disant il n'y a rien dans l'ordinateur de Hunter Biden. Donc, ce que vous allez observer là, c'est-à-dire que la CIA va être décapitée, littéralement. Et je peux vous garantir que le neveu Kennedy va s'en occuper très sérieusement. Vous allez observer des choses absolument extraordinaires maintenant parce que Trump va régler des comptes, évidemment. Alors Ça me rappelle Paul Quilles. Vous savez, ça me rappelle Paul Quilles lorsque Mitterrand a été élu en 1981. ouais. Il faut dire quelle tête on va couper. Hein, vous voyez, C'est ça, oui, Quilles, c'était incroyable. Je me souviens, ça, avec ses yeux bleus, là, métalliques, on se disait, c'est le nouveau Robespierre. Exactement, voilà, c'est ça. Ben, c'est ce que va faire Trump. N'oubliez pas comment ils l'ont persécuté. Et puis il a quand même eu 2 tentatives d'assassinat. Je veux dire, c'est pour vous montrer à quel point les enjeux sont cruciaux. Et c'est pour ça que Harari, hein, l'homme le plus intelligent du monde, hein, paraît-il, comme vous l'avez su aussi bien souligner, voilà, le point, bien entendu. Évidemment, le point. Mais le point est une émanation de la CIA. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Il va régler ses comptes, ça veut dire que il va assécher le marais. Et est-ce qu'on pourrait avoir même des surprises sur certaines informations, certaines affaires qui sont tues aujourd'hui et qui frapperaient peut-être même aussi, par exemple, certaines stars américaines? Écoutez, on sait, si vous voulez, que l'affaire Epstein, attendez, nous, on a publié un livre sur le sujet, hein, d'un grand reporter américain, de CBS, hein, de mémoire, où il était, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que c'est une opération, Epstein, c'est une opération commune Mossad-CIA. Parce que pendant 30 ans, ils ont filmé tous les journalistes, les hommes d'affaires, les hommes politiques, les sénateurs, etc., en compagnie de petites filles. Notamment, moi, j'ai vu le grand patron d'une chaîne de télévision avec une gamine de 13 ans. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et donc là, je pense que la liste des clients d'Epstein pourrait bien sortir. Hein, Trump, en tout cas, avait laissé entendre l'idée. Vous avez ensuite cet autre scandale qui est de la même nature, vous savez, de ce rappeur Diddy, qui lui-même a filmé toutes les stars du show business. Enfin, c'est complètement fou. Donc là, et d'ailleurs, vous avez vu tous ces gens qui sont tenus par la CIA, que ce soit dans l'affaire Epstein, ils sont tous venus dire je soutiens Kamala Harris. C'est-à-dire tous ces milliardaires qui ne savent même pas ce que c'est que l'inflation, sont venus dire aux pauvres et aux classes moyennes, on vous emmerde, nous on n'a pas de problème d'argent, donc on vote Harris. Et vous les gueux, hein, votez pour Trump. Hein, c'était l'idée. Et rappelez-vous Taylor Swift. Peut-être qu'en France, les gens ne connaissent pas trop Taylor Swift, enfin peut-être les adolescentes, mais dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment la Lady Gaga d'il y a 15 ans. Qui a annoncé, voilà, Lady Gaga, qu'elle allait partir au Canada, d'ailleurs, suite à l'élection de Trump. Oui, mais vous savez, il y a 8 ans, il y a énormément de stars du showbiz qui avaient annoncé que si Trump gagnait, elles allaient partir en Europe ou au Canada. Elles ne l'ont pas fait. Hein, donc, tout ça, c'est des conneries, bien entendu. Vous savez, c'est des formes de chantage. Hein.
C'est exactement comme Obama a tenté de faire chanter les Noirs américains. C'est comme Oprah Winfrey qui a tenté de faire chanter les femmes. Enfin, ils en étaient arrivés là avec Kamala Harris. Vous vous rendez compte? C'est de faire chanter les gens. Oui, si vous élisez Trump, vos libertés, votre sexualité, enfin, tout y passait. Il y a la fameuse clip de Julia Roberts qui explique aux femmes. C'est pas parce que votre mari va voter Trump que vous devez voter. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, comme si les femmes avaient besoin Attendez de ça. cette explication. Bah oui, bien sûr. Voilà, je veux dire, les Américains sont des grands enfants. Et puis là, dans cette campagne, on l'a vu, quoi. C'était assez extraordinaire. Hein, voilà. Est-ce que, par rapport au règlement du conflit en Ukraine avec la Russie, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que les choses vont s'accélérer, mais est-ce qu'en retour, ce n'est pas l'Europe qui va en payer aussi enfin l'Europe, l'Union européenne en tout cas, qui va en payer les conséquences? Bah, mon cher Nicolas, je crois qu'on paye la conséquence depuis 2 ans quasiment, hein, puis Ah on oui, les paye oui. très, très cher. L'augmentation, toute cette inflation, le prix de l'électricité, vous avez 60 000 entreprises françaises qui ont coulé cette année. Elles ont coulé à cause, majoritairement à cause de la multiplication par 2 ou par 3 du prix de l'électricité. Moi, dans ma revue de presse, j'avais donné le cas des meubles Gauthier, hein, c'est une firme vendéenne qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le prix de l'électricité a été multiplié par 2 ou par 3 même pour eux, et ils ont coulé. Donc, vous savez, Trump va défendre les Américains. L'Europe, il s'en fout, hein, c'est pas son problème. C'est pas comme Macron, voilà. Il s'en fiche. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déplacement de cet État profond américain de l'autre côté de l'Atlantique? En tout cas, on avait bien vu avec Breton cette volonté manifeste de s'en prendre à Musk, à X, à la liberté d'expression, au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, mais ça, on le sait. Est-ce que finalement, on ne va pas être les... C'est ce que disait Plaquevent juste avant nous, qui disait, ça va être un peu les fascistes, il y a eu la République de Salo, hein, dans la dernière ligne droite avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a aussi ce risque que la République de Salo, ce soit l'Europe, enfin l'Europe de Bruxelles demain, avec ce qui se passe aux États-Unis? Mon cher Nicolas, la République de Salo, moi je vous rappelle le titre, hein, ou les 120 jours de Sodome. Hein. C'est un peu l'idée. Hein, ça se termine mal, ça c'est sûr. Ça se termine très très mal. Ouais, voilà. Et Breton n'était que le pantin de la CIA, du deep state américain, parce qu'il voulait effectivement arrêter le X de Elon Musk. Et ça c'est, je veux dire, les retours ont été si violents contre Bruxelles et contre l'Union européenne que Madame von der Leyen a dégagé Breton du jour au lendemain. Elle l'a jeté comme un malpropre. C'était une humiliation totale pour Thierry Breton. Et je reviens là-dessus. Ce deep state va effectivement essayer de reprendre le contrôle de l'Union européenne, mais c'est plié. Moi, je vous le dis comme je le ressens. Ce raz-de-marée des classes moyennes et des pauvres, parce que je rappelle aux riches quand même que les pauvres sont nettement plus nombreux que les ultra-riches. C'est une base qu'il faut rappeler. Hein, ils sont nettement plus nombreux et donc ça risque de très mal se terminer. Donc également en Europe. Et d'ailleurs, on le voit bien. Vous savez, Nicolas, quand j'avais commencé à couvrir la crise financière, c'est-à-dire qu'en 2008, hein, Ouais. donc avant l'explosion Wall Street, figurez-vous qu'en 2011, je vous dis ça de mémoire, Monsieur Trichet, donc gouverneur de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet. Jean-Claude Trichet avait organisé à Rome, avec son homologue Monsieur Draghi, donc gouverneur de la Banque centrale d'Italie, et Goldman Sachs, une réunion de tous les banquiers en disant les gueux vont être de plus en plus nombreux parce qu'on a pris leur argent pour sauver les banques, donc il faut qu'on s'organise pour les empêcher de gagner les élections. Hein, je vous résume le résumé de leur conférence. Hein, voilà. Et ben ça a donné les gilets jaunes. Hein. D'abord, ça a donné les bonnets rouges.
Hein. Ceux qui, vous savez, En sur Bretagne, Journalic bien sûr. exactement. Bah, d'ailleurs, vous avez un bonnet rouge, vous. Une casquette. Une casquette. Voilà, vous pouvez retrouver le reportage sur les bonnets rouges parce que c'était révélateur, c'était annonciateur des gilets jaunes. Et je rappelle que là, le 16 ou le 17, je ne sais plus, novembre, il y aura une grande manifestation de rappel pour justement de tous les gilets jaunes. Et vous avez vu les 2 usines Michelin qui viennent de fermer. Et c'est pas par hasard que Michelin a annoncé ça un mardi matin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que d'habitude, ces multinationales attendent le vendredi à 17h30 ou 18h, quand tout le monde est parti en week-end, tous les journalistes, pour passer sous le radar. C'est là où ils annoncent la fermeture des usines et 2000 ou 3000 licenciements. Et Auchan a fait exactement la même chose. Et en fait, mon sentiment, c'est que de la part des PDG de ces entreprises, ils se sont vengés du gouvernement Macron et surtout de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait le mardi matin pour que ça passe partout. Au début, je pensais que ils voulaient profiter de, comment dire, des élections pour passer sous le radar américain, mais en fait non, parce qu'ils l'ont fait le matin et c'est évidemment pour que ça fasse l'information toute la journée. Donc Michelin a envoyé un message. Vos trucs, vous êtes en train de créer un chômage massif sous prétexte de réduction du climat. Et là, je rejoins Plaquevent. Tous ces gens, en fait, c'est le programme de dépopulation qui est toujours en action. Voilà. C'est toujours ça. Et Bill Gates, on est l'un des vecteurs principaux. Comment analysez-vous, vous avez parlé de Musk tout à l'heure, de ceux qu'on appelle, ils s'appellent eux-mêmes, ça les fait rire, la mafia PayPal. Donc il y a aussi Peter Thiel et autres, toute cette partie de la Silicon Valley qui a basculé dans le camp de Trump. Bah, écoutez, ils ont basculé dans le camp de Trump parce que d'abord, ils ont vu que avec Joe Biden, notamment, je pense à PayPal. PayPal a fait un certain nombre de licenciements. Hein, c'était dans ma liste de licenciements sur la revue de presse. Il y en a pas eu qu'une seule. En fait, ensuite, ils ont vu. Je rappelle que PayPal est né de eBay, hein, grosso modo, pour permettre aux gens de payer sans passer par la banque. eBay a également licencié. La Silicon Valley a licencié l'équivalent de, je sais plus, 50 ou 60 000 personnes en l'espace de 3 mois. Donc, effectivement, ça, c'est le résultat de la politique de Joe Biden. Et c'est normal qu'ils aient pris position pour Trump. C'est tout à fait normal. Ils veulent faire du business. Ce sont avant tout des gens qui pilotent des entreprises et qui font du business. C'est pas une ONG. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a cet aspect libertarien, très attaché justement à la liberté d'expression. Et ça, je pense que la politique pendant 4 ans des démocrates les a hérissés. Écoutez, vous savez, dans mon reportage, moi je reviens de Turquie. Hein, j'ai fait un grand reportage sur les déclarations de guerre, entre guillemets, d'Erdogan à Israël. Et dans ce reportage, je donne, par exemple, le cas de cette femme qui a été embauchée. Donc, c'est une collaboratrice de Monsieur Netanyahou. Elle était membre du Likoud. Elle a été embauchée par Facebook, donc Meta, pour représenter les intérêts d'Israël auprès de Meta. Et cette dame, donc, a censuré des millions de messages sur Instagram, notamment, de soutien à la Palestine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, Erdogan a pété un plomb. Du coup, il a interdit Instagram en Turquie. Voilà. Donc, à censure, réponse par la censure. Mais ce que vous ne savez pas, et vous le verrez sur le reportage en Turquie, c'est que cette dame vendait également, quand elle n'était pas Facebook, elle faisait des soirées Tupperware pour vendre les bons du trésor de la Banque centrale d'Israël. Non, mais on est chez les fous, là. On est chez les fous. Donc, vous comprenez, il n'y a pas de représentants pour défendre les intérêts des Palestiniens chez Facebook ou défendre les intérêts des Américains, tout simplement. Vous savez, avec une inflation de 30 à 40%. Hein, on accusait Erdogan, par exemple, oui, il a déclenché l'inflation. Mais je ne sais pas si vous avez vu, juste un petit déjeuner à New York en ce moment, c'est 70 $. 70 €.
Et après, les ultra-riches s'étonnent que les pauvres aient voté pour Trump. C'est quand même incroyable. C'est justement, Pierre, ma dernière question, parce que ça y est, il est 12h30. C'est l'inversion des pôles. On parle beaucoup des inversions des pôles entre l'Est et l'Ouest. Oui, Hein, l'Ouest est devenu l'Est et inversement par rapport à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement de l'Union soviétique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains, eu une totale inversion des pôles? Et on l'a vu, pas sur l'électorat populaire, mais quand on regarde même les minorités. Il y a sur certains aspects, les minorités noires, par exemple, américaines, eh bien, ce n'est plus un électorat captif des démocrates. Il y a aussi inversion des pôles à ce niveau-là. tout à fait, vous avez raison de le souligner. Et d'ailleurs, il y a eu un symbole là-dessus, c'était Barack Obama qui est apparu à la télévision il y a 3-4 jours en menaçant les Noirs, en leur disant, mais grosso modo, vous êtes des crétins si vous ne votez pas pour Kamala Harris. Hein, qui elle-même, on ne sait pas trop si elle est noire, si elle est cubaine, café au lait, ouais, voilà, indienne, peu importe. Elle a un grand-père brahman, hein. Elle a un grand-père brahman. Ouais, voilà. Et donc, les Latinos, par exemple, ont voté massivement pour Trump. La communauté asiatique a voté massivement pour Trump. Voilà. Mais n'oubliez pas, la crainte massive, si vous voulez, vous savez, en Californie, c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui volent dans les magasins joyeusement si vous ne dépassez pas. Alors, je me souviens plus du montant, je crois que c'est 1000 euros, pardon, 1000 $. Au-dessus de 1000 $, en dessous de 1000 $, la police ne se déplaçait pas. Hein, voilà. Non, mais ça, pour nous, ça paraît dingue. Et donc, malgré ça, en Californie, ils ont voté démocrate parce qu'en Californie, vous avez quasiment le plus grand nombre de milliardaires au mètre carré à part égale avec New York, hein, de mémoire. Donc, l'inversion des pôles, justement, c'est que là, les pauvres, les classes moyennes ont renversé la table, véritablement. Et ce que je disais hier, c'est que, et ça vous concerne, c'est que c'est comment dire, les médias à l'ancienne, c'est-à-dire toutes les télévisions CBS, ABC, CNN, etc., en fait, ont été renversés par les médias alternatifs. Joe Rogan, il faisait des podcasts avec 80, il a obtenu 90 millions d'abonnés et à la dernière minute, il a pris position pour Trump. Donc, c'est la victoire des médias nouveaux sur l'ancien monde. Donc, c'est en fait, c'est un renversement d'épaule à tous les niveaux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Tucker Carlson. Oui, Tucker Carlson. De Fox à... Voilà, il a été viré pour Fox, de Fox, pardon, parce que ce qu'il disait, parce qu'il était pro-Trump, il avait combien? Il avait 2 millions ou peut-être 2-3 millions de personnes qui le voyaient. Il fait son émission, il en a 8. Donc, juste sur X. Non, attendez. Donc, vous voyez, c'était la victoire. Et je crois qu'on en avait parlé ensemble il y a quelques mois de ça. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Johanovic. C'était un plaisir. Si vous avez un mot de conclusion. Écoutez, ma conclusion, si vous voulez, c'est que rien n'est perdu, surtout en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la caste médiatique qui tient France Inter, TF1 et surtout LCI, alors surtout les sionistes criminels de BFM et plus encore de CNews. Alors là, je fais une dédicace à mon ami Serge Nedjar, hein, qui est le patron de CNews, avec lequel j'ai commencé ma carrière, hein, au Matin de Paris. Hein, donc, mais maintenant, si vous voulez, CNews, je veux dire, toutes ces chaînes sionistes, elles-mêmes devraient avoir très très peur parce que la colère du peuple, à un moment donné, effectivement, va les renverser également. Ils vont perdre la partie. C'est ce qu'on vient de voir. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 3-4 ans de différence. Hein. Tout ce qui se passe aux États-Unis nous arrive avec 3-4 ans de décalage. Voilà. Grosso modo, c'est l'idée. Mais avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est accéléré. Et je pense que là, Marine Le Pen, si elle fait un sans faute, bien, c'est la prochaine présidente. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Johanovic. Je retire cette casquette. J'étais écrit 45e président des États-Unis. Je vais m'en racheter une nouvelle. Ça va être le 47e. Voilà. M'en acheter une nouvelle. Excellent. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Et je salue tous les spectateurs et je leur donne rendez-vous sur la revue de presse et surtout le reportage en Turquie parce que là, c'est édifiant. Totalement édifiant.
On a hâte de découvrir cela. Voilà, cette matinale s'achève, chers internautes. Je vous remercie de votre écoute. Émission marathon. Je remercie évidemment Lara, Stam et puis Raphaël, évidemment, nous avons fait à nous deux l'ensemble des interviews. C'était un véritable plaisir, d'autant d'expertise. Ce sont ce que Raphaël rappelait, nos Avengers, notre fine équipe, nos meilleurs. Eh bien voilà, merci beaucoup à tous, chers internautes. On se retrouve maintenant pour ce qui nous concerne. Vous aurez bien sûr Mike Borowski ce soir à 19h et demain matin, nouvelle matinale, à la fois la journée sur le harcèlement et puis nous aurons aussi, la journée sur le harcèlement. Nous aurons François Asselineau aussi en deuxième partie. Harcèlement, il sait ce que c'est lui. J'espère qu'il n'a pas entendu. Allez, j'espère qu'il n'a pas entendu. Voilà. Merci. Merci à tous pour cette écoute et à demain. Au revoir. Au revoir.